Et si nous ralentissions un peu? Nul doute quant au fait que nous serions certainement plus heureux, plus efficaces et plus inspirants. Je suis Claire Lebleu, exploratrice des justes temps et créatrice de ce podcast, dans lequel je discute un jeudi sur deux avec des personnes engagées et épanouies, qui nous parlent de leur rapport au temps, de leurs expériences et motivations à vivre des rythmes vertueux et plus respectueux, pour elles, mais aussi pour nous tous. Ce podcast, c'est un peu ma thérapie bienveillante pour prendre du recul, me recharger en énergie et repartir dans la bonne direction, et pour longtemps cette fois-ci. J'avais envie de vous le partager pour notre bien-être à tous. Allez, c'est parti pour l'épisode. Bonjour Léna, je suis très heureuse de pouvoir avoir cette conversation avec toi aujourd'hui. Bonjour Claire. Donc Léna, tu es déjà, rien que le premier titre va interpeller, je pense, communicante sous-marine, apnéiste professionnelle, auteure, et tu as bien raison en tout cas aussi de le mettre en avant, parce que je pense que c'est aussi un métier à part entière et peut-être même le plus dur, maman. Carrément, ouais. Maman de 2 bouts de chou, encore assez jeune, 6 ans je crois pour Naya Mhm. et Ouais, 1 an pour Manoa. Manoa. Voilà. Ouais. La première fois que je t'ai rencontrée, bah, écoute, on ne se connaissait pas, mais en tout cas, ça a provoqué beaucoup d'émotions, en moi, et ton témoignage, ton histoire, m'avait, beaucoup secouée et m'avait aussi beaucoup, avait remué pas mal de choses en moi. Tu es née à Tokyo et tu as grandi, tes premières années, tu les as faites à Paris. Exactement. Jusqu'à l'âge de 15 ans. Et pour autant, tu es devenue apnéiste. Écoute, depuis toute petite, je me souviens être toujours sentie très confortable, très à l'aise sous l'eau. Je suis pas particulièrement bonne nageuse en fait, mais ouais, depuis petite, j'aimais passer beaucoup de temps au fond de la piscine ou à plonger à la découverte des récifs. Donc, je crois que cette aquacité était toujours présente. Mais cette histoire d'amour avec la mer a véritablement commencé avec ma dépression. Je crois que ça a été l'événement déclencheur parce que ma vie a complètement basculé à ce moment-là. Donc, il y a eu cette rencontre avec, je dirais, une guide spirituelle, une femme japonaise qui, enfin, elle m'a transmis beaucoup, beaucoup de choses, mais l'une des phrases qui est restée gravée dans ma mémoire, enfin dans mon esprit quand j'étais adolescente, c'était vraiment suis ce qui te met en joie, parce que la joie, cette fréquence, en fait, indique que tu es aligné sur qui tu es véritablement. Et à ce moment-là, en fait, quand je pensais à l'océan, clairement, ça mettait profondément en joie. Donc, en commençant à émerger de ces dépressions, il y a beaucoup de choses qui sont précipitées, enfin des changements qui sont opérés très vite dans ma réalité extérieure aussi. Donc, je pense qu'ils ont commencé à refléter ce que je vivais intérieurement, ces changements. Et donc, de Paris, avec ma maman, on a déménagé à Hawaï, ce qui était un gros saut quantique. T'avais quel âge? 14 ans et demi ou 15 ans. Donc, Hawaï, que je connaissais très peu finalement, on avait passé un peu de temps pendant les vacances, mais c'était très superficielle, on va dire. Mais tout à coup, je me rendais compte que, ouais, pour la petite anecdote, en fait, il y a ce livre que j'adore, qui est toujours mon livre de chevet, qui s'appelle Le cinquième rêve de Patrice Van Hersel. Et dans ce livre, Patrice parlait d'une baie que fréquentait une communauté de dauphins sauvages. Et avec ma meilleure amie, à l'époque, on se disait, ouais, un jour, si on pouvait aller visiter ce lieu, ce serait génial. Et je débarque à Hawaï et en fait, je me rends compte que, en fait, la baie, elle est juste là, quoi. Donc, c'était une véritable synchronicité et c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment découverte une passion pour l'apnée, enfin que j'ai pu approfondir cette pratique parce que l'océan était
et tu es juste là au quotidien. Qu'est-ce que tu ressens justement lorsque tu plonges, lorsque tu es en apnée sous l'eau? Quelles sont un petit peu tes sensations qu'on se mette dans ta peau? Alors je ressens, beaucoup de choses, mais bon, c'est la sensation déjà de basculer dans un autre monde. Mais c'est un autre monde, mais en même temps quelque chose d'extrêmement, familier. Pour moi, c'est vraiment de l'ordre du souvenir, comme si ça allait réveiller, une mémoire, cellulaire, peut-être de notre passé, aquatique. Il y a aussi, quelque chose de l'ordre de la matrice universelle et puis le temps qui s'arrête, en fait. En fait, je crois que je laisse mon mental sur, la plage et que, dès que je pénètre dans l'eau, je me reconnecte, déjà à mon corps, vraiment une conscience beaucoup plus vaste et donc j'aime appeler ça un peu le temps éternité. En fait, c'est, un temps qui se situe en dehors du temps. Comme un temps suspendu, une Exactement, espèce de ouais, bulle, ouais, aquatique. exactement. C'est, comme si c'était un peu une forme de méditation en fait, pour toi, l'apnée? Ah oui, complètement, ça a toujours été, une pratique, de reliance, une pratique spirituelle. Je suis pas du tout une sportive, donc ça a ouais, ça a jamais été une question de performance. J'ai jamais participé à des compétitions parce que en fait, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais comment dire? En fait, la découverte de l'apnée, c'était, vraiment une évidence, comme si, pour la première fois de ma vie, je découvrais quelque chose qui était, ouais, voilà, complètement évident, complètement naturel. C'est découvrir mon expression naturelle et ça, c'était, une vraie jouissance. Quand tu plonges avec, une bouteille juste pour savoir, tu as la même, sensation? Non, ça me connecte absolument pas aux mêmes sensations. Déjà, je déteste être encombrée. Alors pour moi déjà la bouteille, le gilet, le détendeur, machin, enfin, juste ça, Ça t'enlève une ça certaine ça forme de m'accapare liberté. complètement, ouais, voilà. Hem et cette notion de temps suspendu, oui, je pense qu'on peut l'avoir, en plongée en bouteille, mais pour moi, elle est beaucoup plus exacerbée quand on est en apnée. L'apnée, je trouve que c'est un sport, qui nous pousse à avoir une relation, beaucoup plus consciente avec notre mental aussi. En fait, toutes nos peurs, toutes nos pensées entre guillemets «négatives» dont on n'a pas forcément conscience sur terre, enfin voilà, ça nous traverse, et on le conscientise très peu. Dans l'eau, ça a tout de suite un impact quand on est en apnée. Voilà, ça bouleverse tout, Ouais, donc tu es vraiment obligé de lâcher prise, en fait, c'est ce que tu dis. complètement, ouais. Hier, soir, j'ai fait un petit peu, l'expérience pour voir, ce que ça donnait, parce que je voulais vraiment me mettre aussi un petit peu dans ta peau. Donc j'ai écouté, ce que tu peux parfois, entendre, sous l'eau. Donc j'écoutais le chant des baleines. Ça m'a vraiment fait du bien et donc je me suis imaginée comme ça, dans l'eau avec, ces baleines, autour et je me suis dit: «Ça doit être incroyable quand tu es sous l'eau à ce moment-là et que tu entends ce chant des baleines et que tu le ressens aussi dans ton corps». Quand on t'imagine comme ça aussi sous l'eau avec une espèce d'énorme masse de plusieurs tonnes qui se retrouve là, pas très loin de toi, la première fois que tu t'es retrouvée justement dans ce cas de figure à plonger avec une baleine à côté, qu'est-ce que ça t'a fait? Et en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'on sent que tu as pas peur. Alors, c'est toujours, tu sais, l'espèce de, je pense qu'on est vraiment beaucoup enfin moi j'ai été élevée, je suis un peu de la génération des Dents de la Mer, Ah d'accord, oui, ce qui est OK. vraiment, Ouais, ouais. c'est vraiment ce film, il je pense qu'il en a traumatisé plus d'un. En fait, je savais absolument pas à quoi m'attendre. C'est chouette que tu me poses cette question parce que je viens juste de terminer, 4 semaines de retraite, donc au Japon, sur une île qui s'appelle Amami et
la plupart des participants qui sont venus, donc ils étaient tous japonais, mais j'étais très surprise de constater en faisant les premiers cercles de parole que beaucoup d'entre eux, en fait, ne savaient pas vraiment nager ou n'avaient presque jamais fait de snorkeling de leur vie. Et je me disais, c'est quand même génial que des gens qui ne Le savent grand pas nager écart. décident de partir à la rencontre de la baleine. Mais je crois qu'il y a une symbolique très forte, en fait. Et c'est pas une attraction qui est rationnelle. En fait, c'est un élan qui vient du cœur, de l'âme. Mais dès l'instant où ces personnes se retrouvaient en situation sur le bateau et en voyant la baleine à proximité du bateau, déjà ils se rendent compte de quelque part de la taille. Et puis cette espèce de grand saut cosmique qu'ils vont effectuer de plonger du bateau dans l'océan à la rencontre de cet être. Et donc je voyais leur émotion et moi ça me ramenait complètement à ce que j'avais vécu quand j'avais, je crois 15 ans ou 16 ans, c'était ma première rencontre. Donc, tu es assis sur le rebord du bateau et enfin moi en tout cas j'avais le cœur qui battait très très fort. Non pas parce que j'avais peur, mais c'est une espèce d'émotion qui me submergeait complètement en me disant mais à quoi m'attendre en fait, je ne sais absolument pas à quoi va ressembler cette rencontre. Et, dès que j'ai vu la baleine sous l'eau, en fait, c'était une mère et un baleineau. Et je pense que la mer devait être à 15 mètres de profondeur. En fait, la première pensée que j'ai eue, c'est que je l'ai pas trouvée si grande que ça. Alors, ça peut paraître drôle, hein, mais bon, dès que tu l'as à côté de toi, tu te rends compte que elle est immense, la baleine. Et, euh, et aussi, c'était comme voir un espèce d'hologramme. Ça me paraissait pas réel. Donc, elle a une présence, je crois que c'est, enfin, pour moi en tout cas, une vibration tellement particulière qu'elle émane que j'avais pas l'impression qu'elle faisait partie de cette réalité, ma réalité. Hmm. Jusqu'à ce que finalement elle s'approche, et là tu te rends vraiment compte qu'il y a un être vivant qui pèse 40 tonnes, qui est juste à côté de toi. Euh, mais avant que la maman ne remonte, en fait, c'est le baleineau, parce que les baleineaux sont généralement très curieux, donc c'est eux qui remontent à la surface pour bah, simplement par curiosité, pour venir découvrir qui sont ces êtres, ces petits êtres à la surface de l'eau. Euh, et là, ce qui m'a vraiment touchée, c'était le regard. En fait, parce que le baleineau est vraiment venu à, je sais pas, il devait être à 4-5 mètres de nous, peut-être plus proche. Vraiment ce contact très intime avec l'œil du baleineau. En fait, à ce moment-là, enfin, tout ce que j'ai ressenti, c'était un de l'émerveillement et un flot d'amour extraordinaire. Euh, ouais, à la fois une forme de jubilation, mais aussi de se dire, mais c'est incroyable de pouvoir se connecter à bah, un animal quelque part sauvage, quoi, parce que c'est... Et puis de ressentir cette confiance, en fait, une forme de confiance totale. Mm. Puis bon, après, il y a la maman qui est arrivée, et là, c'était waouh! Bonjour le vaisseau spatial. Mais ce qui est très touchant avec les baleines, c'est que elles ont vraiment conscience de notre fragilité. Euh, Elles peuvent venir vraiment à, je sais pas, à 2-3 mètres de nous, mais elles font très attention à leurs mouvements, justement, pour éviter de nous heurter, ou, parce que juste un coup de leur caudale et voilà, on serait projeté hors de l'eau. Mais elles se déplacent avec une telle délicatesse et voilà, je pense une telle conscience voilà, de notre petitesse que ouais, c'est ça qui me bluffe vraiment. Il doit y avoir un effet avant-après une première rencontre avec une baleine, non? Enfin, moi, ça a changé ma vie, ouais.
Même si la rencontre ne dure que, parfois c'est quelques secondes, parfois c'est quelques minutes, mais tu sens que ça reste vraiment inscrit dans l'éternité. Ouais. C'est par curiosité, les personnes justement qui ont fait, ces retraites avec toi, dernièrement, pourquoi est-ce qu'elles ont voulu, tu sais ce qui a motivé, cette envie de vivre ça? Et ensuite derrière, quels ont été, leurs retours d'expérience? Qu'est-ce qu'elles t'ont partagé après tout ça justement, après ce choc émotionnel, hein? Mais la chose qui les a motivés clairement, en fait, c'est le film, Mère Océan. Le film commence à être un peu connu, au Japon et donc il y a ce face à face avec la baleine et toutes les personnes, quelque part voulaient vivre ce face à face, même s'ils étaient bien conscients que, c'était un moment exceptionnel. Donc ils n'avaient pas d'attente et en même temps, voilà, il y avait cette vision vraiment imprimée dans leur esprit. Et le retour d'expérience, c'était que, déjà, étrangement, en fait, ils se rendaient compte que la baleine n'avait été qu'un prétexte, en fait. Que la baleine symbolisait quelque chose pour eux, donc soit leur subconscient ou la connexion à, je sais pas, une conscience universelle ou quelque chose de plus grand qu'eux. Et que ce mot-clé, en fait, la rencontre avec la baleine, les avait lancés sur vraiment un cheminement intérieur. Et donc tout au long de la retraite, finalement, c'était très court, hein, c'était sur 5 jours, on voyait que chaque personne traversait un processus intérieur, un processus de cheminement vers eux-mêmes qui était très très puissant. Et après la rencontre physique avec la baleine, ouais, tous les retours étaient unanimes, c'était l'amour inconditionnel, en fait. C'était de recevoir cette vibration d'amour inconditionnel de, de la baleine. Ah, c'est fou. Ouais, Mmh. non, c'est très touchant et de voir certaines personnes vraiment pleurer dans leur masque ou C'est un beau cadeau. C'est incroyable ce lien que tu arrives à tisser avec les cétacés. on a tous cette capacité. Pour moi, la porte d'entrée, ça a été l'océan et les cétacés. Mais pour certaines personnes, bah, ce sera les forêts ou les abeilles, je dis n'importe quoi, la permaculture. Ce qui me semble le plus important, c'est comment on retrouve ce lien au vivant, ce lien à la biosphère, et de se reconnecter à ce sentiment d'interdépendance et d'appartenance. Je crois que c'est ça le plus précieux. C'est pour ça que tu les surnommes aussi les ambassadeurs du vivant? Oui, exactement. Et il y a une petite anecdote, un témoignage qui m'a beaucoup interpellée. Alors, où j'ai lu ça? Écoute, je me souviens plus, mais bref, c'est un monsieur australien, donc un auteur qui a écrit un livre sur la conscience des cétacés, qui donnait une conférence quelque part en Australie bah, sur les dauphins, les baleines, tout ça. Et il y avait un monsieur aborigène dans l'audience qui est venu le trouver bah, suite à sa conférence et qui lui a dit: «Bravo, je crois que tu as trouvé le totem de l'homme blanc.» Voilà. De dire finalement, nous, on peut se connecter à ce grand tout avec une pierre, avec une abeille, enfin, avec la poussière, avec un sentier, enfin, tout ça. On a cette capacité-là. Mais là, je pense que l'homme blanc qui est fortement déconnecté de la nature, bah, si les dauphins et les baleines ne l'interpellent pas, bah, je crois que voilà, on est un peu fichu, quoi. Ouais, mais c'est ça. Et je me suis vraiment reconnue là-dedans, disant que tu vois, donc j'ai vécu à Paris, j'étais une petite fille, enfin, je sais pas, une petite fille. Étant petite fille, je crois que j'étais davantage connectée à la nature, mais en grandissant, surtout pendant ma préadolescence, j'étais tellement coupée de mon corps, je vivais tellement dans ma tête, dans mon intellect,
que tu m'aurais parlé du lien à la nature, à la spiritualité. Ben, je t'aurais regardé, ça m'aurait rien dit, en fait. Et donc, heureusement que cette dépression est arrivée, mais je pense qu'il fallait un déclic aussi fort que la rencontre avec les dauphins et les baleines pour que voilà, ça me reconnecte assez rapidement et assez directement à cette chose que, voilà, à cette mémoire que j'avais complètement perdue. En racontant, ton histoire et ton expérience et ce que tu vivais et ce que tu vis, sous l'eau, je pense que c'est vraiment aussi à ce moment-là que j'ai réalisé que, on était vachement, coupés de nos propres émotions. Ce qui va me faire arriver justement au documentaire que, vous Ouais, avez, réalisé et le magnifique, livre aussi, L'enfant de merci. l'océan. Donc vraiment les 2, j'ai eu plaisir à les visionner, à les lire. C'est une ode, vraiment à la vie, à la beauté, du monde. Espèce de claque, encore, une grosse prise crise, tu vois? Une grosse prise de conscience que, en fait, nous ne sommes pas, isolés, mais que nous formons, un tout et Ouais, ça se ressent, vraiment. Beaucoup de force alors qu'il y a énormément de douceur dans tout ça. Et donc tout ça est né en plus, c'est ça qui est fou aussi d'une célébration à une future vie qui allait, mmh, venir sur terre, donc ouais. qui était, votre 1er enfant. Donc là, tu as appris que tu étais enceinte et vous vous êtes dit, «Et bah, on va aller, annoncer la bonne nouvelle, à notre famille, de cœur». Ouais. Et donc vous avez filmé, et raconté dans ce livre toute cette belle rencontre, heu, Mmh. alors que tu étais, enceinte. Ça paraît dingue et on voit qu'il y a du répondant, enfin, c'est ça qui est fou. Cette idée, elle vous est venue comment? Bah, écoute, elle est venue très simplement, dans le sens où, bah, comme je le dis dans le livre, dès que j'ai Mmh. appris que j'étais enceinte, bah, ça peut paraître complètement fou, mais j'ai voulu annoncer la nouvelle aux dauphins à Hawaï. Hem, Parce que j'ai vraiment le sentiment que, bah, ils m'ont vu grandir. Enfin, plutôt c'est ouais, j'ai eu le sentiment vraiment de grandir, d'évoluer énormément, à leur côté. Donc ouais, c'était vraiment une évidence. Et j'avais également lu, dans certains livres que, bah, les cétacés qui ont un sonar, pouvaient vraiment détecter, la présence, d'un fœtus dans le ventre de la mère et je trouvais ça absolument dingo. Donc il y avait ce questionnement de: «Est-ce qu'il y aura une reconnaissance, de la part des dauphins, de la présence de notre enfant, ou pas?» Mais ce qui était interpellant, c'est que, à chaque fois, c'était, une mère avec, son petit qui venait vraiment à proximité. Donc, bon après je peux pas, prouver que, voilà, mais, en tout cas, c'était vraiment de belles synchronicités. Puis après, il y a eu la rencontre, vraiment extraordinaire avec ce jeune cachalot. Heu et là, c'était évident, pour nous que, bah, ce cachalot, était conscient que, voilà, j'étais enceinte, heu, parce que, voilà, pour expliquer un peu en détail, les cachalots donc ont cette tête, très carrée et quand ils viennent, nous rencontrer vraiment de face, ils peuvent pas nous percevoir avec, leurs yeux physiques, Parce parce qu'ils qu'ils sont sont sur les vraiment des côtés. 2 côtés de leur tête, Mmh mh. voilà. Et donc la seule manière de nous «regarder» entre guillemets, c'est de nous regarder en transparence à travers nous avec, le sonar et ce cachalot pendant je dirais la rencontre a duré à peu près pendant 4 minutes, mais vraiment avec une attention très soutenue, a commencé à me scanner avec son sonar et donc j'entendais et je sentais aussi bah, les clics, 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 de son sonar vraiment me chatouiller l'intérieur et notamment au niveau du bassin.
Hem et c'était une vraie séance, d'échographie, quoi. Incroyable. Et voilà, je sais absolument pas, enfin, Naya ne se souvient pas de tout ce qu'elle a vécu, in utero, mais je reste, convaincue que, voilà, à un niveau, enfin, certainement au niveau cellulaire, il y a eu une empreinte, qui est restée. Et après voilà, quel impact ça a eu sur son développement, sur sa personnalité, je ne sais pas. Mais ce qu'on aime dire avec le papa, c'est qu'elle a un vrai talent du lien. C'est une enfant, tellement sociable. Bon alors après je sais pas si c'est, puis elle a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors parfois on blague en disant que, voilà, elle a été, trop exposée au sonar des dauphins, ça l'a Elle a eu ça un l'a trop bien. calibrée un peu Ouais, d'une c'est autre ça. manière. Hem, mais bon, c'est une enfant très aquatique aussi, hein. Elle a beaucoup d'aisance, dans l'eau, sous l'eau, ce que n'a pas Manoa, ce qui est très intéressant, hein, parce Ah oui, on n'a pas vraiment eu la même démarche avec lui. Non, il justement, a je voulais savoir si ce que vous aviez, vécu comme expérience, pour Naya, est-ce que, quand tu étais enceinte de Manoa, est-ce que tu as renouvelé, un petit peu ces plongées enceintes, à la rencontre des cétacés, ouais, j'ai essayé de passer autant de temps que possible dans l'eau parce que bon, bah, j'adore ça, Puis c'est une forme d'addiction aussi. complètement. Et c'est vrai que je me sens vraiment mieux dans l'eau que que sur terre. Bon, j'ai fait des progrès, hein, sur terre, mais il y a une forme d'évidence et d'aisance sous l'eau que voilà, qui n'est pas complètement présente, sur terre. Mais non, avec Manoa, on n'a pas eu, le soutien d'une boîte de prod ou d'une boîte d'édition qui a fait que voilà, enfin, c'est Oui, vraiment ça qui nous a permis de passer, vraiment beaucoup de temps, au large. à voyager, ouais, aux 4 coins du globe. Donc merci les arènes, et merci France 5 et Bellota. Donc non, avec Manoa, le temps, comment dire? Ouais, le temps passé avec les cétacés était, beaucoup plus, court comparé à ce que Naya a pu vivre. Mais ce qui était très joli, c'est que la semaine qui a précédé, l'accouchement avec Manoa, Mmh. donc j'étais à Hawaï et donc c'était juste avant la pleine lune. À Hawaï, autour de la pleine lune, l'activité, des dauphins dans les baies, s'intensifie et c'était la fête pendant une semaine. Et donc là, c'était vraiment, ouais, j'étais vraiment très touchée, vraiment dans une immense gratitude parce qu'ils sont vraiment venus me faire la fête, quoi. Et là, je crois il en a reçu plein pot, Manoa, du sonar des dauphins. Ah génial. Ouais. Il y avait Charlotte, ma fille, donc elle a 7 ans. Je lui ai montré, le livre, elle me posait pas mal de questions et puis, elle m'a posé aussi une question, toute, anodine, sur, ta fille. Elle me dit: «Mais comment elle fait, Naya pour, respirer sous l'eau?» C'est vrai, comme tu dis, on la voit, elle est super à l'aise. On a presque l'impression que, voilà, c'est hyper naturel. Je crois comme toute chose, ça vient avec le jeu, l'apprentissage, par le jeu. Il y a quand elle était plus petite, j'ai réalisé que j'avais, beaucoup d'attentes, en fait, vis-à-vis d'elle. C'était: «Ah bah, j'aimerais bien, voilà, qu'elle sache bien nager, qu'elle sache bien plonger». Et puis, finalement, j'ai compris que c'était, enfin, je dirais pas néfaste, mais que, voilà, c'était pas forcément positif. Donc, à un moment, on a complètement lâché. Et puis, il y a quelques années, c'est vraiment venu d'elle. Enfin, tout à coup, elle avait envie d'être, dans l'eau, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid. Et elle a commencé à prendre énormément de plaisir à plonger. Donc, ouais, donc c'était vraiment dans le jeu et dans la joie que ça s'est développé, assez naturellement. Mais c'est drôle quand tu parles de respiration, Mmh, sous l'eau, oui. parce que, l'une de mes, une femme qui m'inspire beaucoup actuellement dans ma pratique, de l'apnée, notamment dans ma manière de transmettre et d'enseigner. C'est une femme qui s'appelle Sarah Campbell
qui était championne d'apnée à un moment. Elle a plongé jusqu'à 104 mètres, mais sa particularité, c'est que elle est entrée là-dedans à travers le Kundalini Yoga. Elle fait la distinction entre le prana avec un petit p et le prana avec un grand P. Donc c'est le prana avec un petit p, c'est le souffle, voilà, le cycle respiratoire, l'oxygène, le dioxyde de carbone, etc. En disant que si on plonge juste en se connectant au prana avec un petit p, bah, l'expérience de l'apnée peut parfois être finalement, comment dire, assez stressful. Angoissante. Ouais, angoissante. Alors que dès qu'on arrive à se relier à quelque chose de plus grand, en fait, l'énergie cosmique, donc le prana avec un grand P, tout à coup on bascule dans une autre dimension. Et elle me disait, bah, parfois on peut même imaginer qu'on respire sous l'eau. En fait, ce mouvement d'inspire-expire, cet échange pranique, ça m'a fait rire parce que c'est une visualisation, excuse-moi, c'est une c'est une, c'est une image que j'aime beaucoup utiliser quand je suis sous l'eau. C'est que dès que j'ai une pensée qui me dit ah, je me sens en court d'air ou je me sens pas bien, dès que je me réinscris dans cet inspire-expire, se donner, recevoir avec le monde et avec l'eau, bah, ça amène tout de suite un apaisement. Et mon temps d'apnée, finalement, dure beaucoup plus longtemps. Mm. Donc je pense que c'est vraiment un état d'esprit, finalement, notre expérience du temps, ouais. On y revient, hein, de complètement, laisser le mental, à l'extérieur, de l'eau et là de ne plus se voir comme une enveloppe, corporelle, mais vraiment de se fondre finalement, dans l'univers, hein. Ouais, bah, j'en parlais avec une amie il y a quelques jours, mais cette forme de porosité, de perméabilité. Je reprenais un proverbe indien qui disait unie à l'océan, la goutte d'eau demeure. Voilà, de se rendre compte qu'on est à la fois ce corps physique, mais aussi ce corps énergie qui n'est pas limité justement par cette enveloppe corporelle, mais qui est aussi pas limité par le temps et l'espace. J'ai vu que vous aviez un autre, projet de documentaire. Ouais. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Alors, je dirais oui et non. D'accord, Ce projet de documentaire, tu parles de la «suite» entre guillemets, de Mer Océan. oui. On aimerait, suivre en fait, Naya, donc qui a grandi entre-temps, à la découverte, de de la planète en fait sur laquelle elle s'est incarnée. Donc découvrir à travers les yeux d'un enfant, la réalité actuelle de notre biosphère, hem, mais aussi de mettre en avant l'importance, de ce lien sacré à la nature, hem et également, la forme d'éducation qu'on voudrait, pouvoir offrir à nos enfants. Et quand je dis nos enfants, c'est pas juste Naya et Manoa, mais je pense, aux enfants, en général. Donc c'est l'histoire de Naya, mais en même temps, c'est pas juste, c'est ça s'inscrit dans une démarche, beaucoup plus universelle, et vraiment cette réflexion, je pense que beaucoup de personnes partagent, hein, de quelle planète on souhaite laisser, à nos enfants et donc de présenter, oui, alors la réalité, très difficile, hein, dans lequel la planète se trouve aujourd'hui, donc les problèmes écologiques, environnementaux, mais en même temps avoir en fil rouge sa rencontre avec des guides, des enseignants humains, mais aussi non humains. Voilà. Dans le Euh, non-humain, tu mets quoi? dans le non humain, bah, bon, bah, il y a déjà les cétacés, donc les animaux marins, il y aurait aussi les requins. Mais aussi, on espère aller puiser dans les sagesses traditionnelles
des peuples premiers. Donc, dans certains des intervenants qu'on avait contactés, c'était plus des chamans ou des femmes ou des hommes, par exemple à Hawaï, qui sont vraiment connectés, par exemple, à la sagesse de la montagne ou la sagesse de l'eau. Oui, aller chercher dans une forme d'éducation bon, que certaines écoles commencent à enseigner, mais voilà, qui ne sont pas encore dans le mainstream, on va dire. Et je dis que c'est d'actualité et pas parce que ça reste très vivant dans nos cœurs et dans notre démarche en tant que parents. Mm. Mais aussi c'est par rapport à Naya, voir si c'est juste pour elle. Et donc c'est un dialogue qu'on a avec elle, voilà, de temps en temps pour voir si c'est quelque chose qui la met en joie ou Oui, pas. c'est ça. Voilà. Je Mm. comprends. En tout cas, je mettrai quand même le lien dans les crédits de notre épisode sur le site où vous parlez de ce projet, parce que vous faites aussi Oui, avec des appels aux plaisir. dons. Oui, Voilà, et je pense, comme tu le dis, c'est un sujet qui nous concerne tous, et je pense qu'on est plusieurs, en tout cas, quand tu en parles comme ça, à me dire que c'est un formidable projet d'utilité publique, et on sera certainement plusieurs à vouloir y contribuer. je te remercie. Et là, justement, comment est-ce que vous vous projetez un petit peu sur la suite? Ce que je nourris particulièrement en ce moment, c'est le désir de créer un centre à Hawaï qui soit dédié à la transmission, que ce soit autant sur Terre que dans la mer. Sur Terre, alors c'est quelque chose que je connais très peu encore, hein, mais ce projet voilà, de m'investir davantage dans le lien à la terre, à la permaculture. Il y a vraiment une réflexion qui commence à naître en moi de comment est-ce que je souhaite vivre plus au quotidien. Les retraites, j'adore, les voyages, j'adore, et je pense que je vais continuer à en proposer, mais c'est cette envie de vivre davantage en cohérence avec mes valeurs. Et en anglais, je dirais How to live lightly on the earth, comment j'ai un impact plus doux, plus léger sur la planète. Et donc, ça revient à des choses très basiques comme avoir son potager, produire ses propres légumes, ses propres fruits. Donc, vraiment, ces réflexions-là de comment je souhaite élever mes enfants au contact de la nature, et de créer, voilà, ce centre où je peux être en lien avec la communauté locale. Et puis, il y a ce mot-clé qui m'habite depuis, je dirais, depuis 10 ans, l'école interespèces. Alors, quand il y a ce mot qui m'est venu il y a 10 ans, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. Mais je crois tout simplement, c'est d'emmener... Enfin, pour moi, ce serait plutôt l'école interespèces avec les animaux marins, mais de nouveau d'emmener les gens à la rencontre de la communauté de dauphins et de baleines qui ont vraiment été ma famille quand j'étais jeune, et vraiment d'avoir cette expérience directe de connexion avec eux, pour que ça soit une inspiration ou un moteur pour voilà, après que chacun puisse recevoir ça et le traduire à sa manière pour contribuer au mieux-être de la planète. Ouais, et puis il y a une phrase très juste que j'ai notée, que tu avais dite peut-être dans ton livre, je ne me souviens plus, où tu disais la planète n'a pas besoin d'être sauvée, elle a besoin d'être aimée. Oui, ouais, ouais, ce sont des paroles que m'ont transmises une femme que j'admire beaucoup qui s'appelle Abigail Oling, qui est une amie et qui est une biologiste marine. En fait, ce changement ne peut pas s'inscrire dans la peur ou dans la culpabilité ou dans je dois, mais ça doit, je pense que ça devient vraiment authentique
dès l'instant où ça s'inscrit dans un élan qui part du cœur, qui part aussi de la joie, en fait. Parce que les challenges auxquels on fait face aujourd'hui, si ça ne s'inscrit pas dans, oui, dans la joie et l'amour, je pense qu'on va s'épuiser très vite. Moi, en fait, je me sens vraiment soutenue en fait, par la nature. Je pense que ça va dans les deux sens. En fait, c'est de se rendre compte qu'elle nous donne énormément, malgré tout ce qu'on lui inflige. En tout cas, moi, je n'ai pas le sentiment que les règnes de la nature sont dans le jugement par rapport à nous. Ils sont en train de nous pointer du doigt. Tu m'avais parlé que tu étais en train d'essayer d'écrire un poème, je crois, sur peut-être le temps et que je crois qu'il y avait une Ah tortue un petit peu qui oui, était oui, le fil le conducteur. fil rouge. Ah, c'est ça. Non, ça s'inscrit dans un projet de poème océanique, en fait, qui est une co-création, les talents conjugués de plusieurs amis qui font que c'est possible. Donc, c'est né il y a vraiment, il y a plus de 10 ans, en fait, où j'ai commencé à écrire des poèmes vraiment très simples, hein, suite aux rencontres que je vivais sous l'eau. Après des rencontres avec des animaux marins ou vraiment plus quelque chose que je recevais, une transmission vibratoire que j'essayais après de traduire à travers des mots. Et donc là, j'ai un ami compositeur, une amie monteuse et une amie peintre illustratrice pour créer 6 capsules, donc 6 poèmes océaniques en images, en musique et donc en paroles. Et donc, et mon ami qui est peintre, en fait, dessine des tableaux aussi pour illustrer chaque poème. Et on était censé lancer la campagne de crowdfunding là maintenant, mais je crois que ça va être reporté à quelques mois, mais ça avance. Donc les 6 poèmes sont écrits, on a la matière pour réaliser les 6 poèmes. Et donc oui, justement, il y en a un que j'ai écrit sur la tortue, donc je vais essayer de le retrouver. Alors, conscience animale, biosphérique, dans ton corps est inscrit un rythme millénaire. Mu par cet élan qu'on appelle instinct, le temps s'écoule pour toi dans un autre mouvement que le mien. Tu planes dans des errances solitaires, parcourant le corps liquide du monde. Tu glisses dans la rectitude d'un axe que rien ne saurait troubler, tes cellules battent en unisson avec l'âme de la terre. Accorde-moi la joie de t'accompagner, que je profite un peu de cette précieuse lenteur. Je vais m'accorder à toi, m'oublier un instant, je remonte le flux du temps à tes côtés. Tu m'emmènes peut-être à sa naissance, lorsqu'il n'était encore qu'un désir inexprimé, une pensée fantaisiste dans le ventre de la vie, avant qu'elle ne commence à tisser la toile de sa création et ensemencer le vide de son expansion. Ton œil doux et paisible garde les traces de cette naissance, cet instant unique qui se renouvelle à travers toi et moi. À la croisée des chemins, nous nous rencontrons, le temps éternité, le temps qui s'essouffle. Toi qui as suivi cet élan primal, réaffirmant la vie sans te questionner, de ta présence, tu m'interroges sur ma dérive inconsciente. Je cours vite, je me précipite, au plus loin de l'essentiel, au plus loin de l'éternel. Aujourd'hui, la vie sous ta forme incarnée me rappelle à elle, 2 battements d'ailes d'une tortue de mer qui s'élève à la rencontre du ciel inversé. Voilà, C'est la splendide. petite tortue. Ah ouais. C'est magnifique, hein. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur ce sujet Cette petite tortue. cette petite tortue, voilà, qui nous Ouais. rappelle, qui nous montre un petit peu le chemin finalement. Ouais. Parce que nous, on est toujours effectivement, comme tu dis, en train de courir, de nous faire mal et finalement de passer à côté, de la vie, tout simplement. Mmh. En fait, pour moi, la lenteur, ce que je me suis dit, c'est que c'est la connexion à l'instant présent. En fait, c'est vraiment,
c'est vraiment ça. Et la relation avec les cétacés et avec la nature, c'est tout simplement ça. Ça nous ramène dans nos corps, mais aussi à être complètement présent à soi et à l'autre. Je pense que les animaux ou les arbres, enfin, ils sont absolument pas dans le mental ou dans l'ego, dans la représentation. Et notamment avec les dauphins ou avec les baleines, ce que j'ai ressenti dès le début, c'est que dès qu'un dauphin vient à nous, il est complètement présent à nous. Alors voilà, c'est peut-être pendant quelques secondes, pendant quelques minutes ou pendant une heure si on a la chance d'être accompagné par un dauphin pendant une heure, mais c'est vraiment cette qualité de présence. Ça, c'est un vrai cadeau. Et après, essayer de l'exercer entre nous, euh, entre êtres humains, je pense que c'est vraiment essentiel. Vraiment de pouvoir percevoir simplement la vie, l'étincelle de vie en l'autre. Mm. Et de pouvoir l'apprécier sans chercher à le combler avec des mots ou avec quoi que ce soit. Mm. Juste être dans l'appréciation et la reconnaissance de la présence de l'autre. Puis ne pas avoir peur des silences. Exactement, oui. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le silence, dans la connexion à la nature, hein, mais ouais, dès qu'on est entre nous, tout à coup, il y a le petit vélo dans la tête qui fait que, Ben oui, c'est fou, hein. ouais, c'est tout de suite moins évident, ouais. Mm. D'ailleurs, quand j'étais venue te voir à la fin de ton intervention, donc effectivement, je m'étais mise à pleurer et puis, donc là, j'avais, tu vois, fait tomber l'armure et Mhm. hem et après, bon, de toute façon, je pense que toi, tu t'en souviens pas, mais ensuite, je sais pas pourquoi, je suis revenue dans mon j'ai reconscientisé, tu vois, Ouais, ce moment de relâchement avec toi et je me suis sentie obligée de te dire des mots justement pour combler, un petit peu, bah, cette gêne de mise à nu, tu vois? Et je me revois en train de te dire des choses, d'ailleurs, je savais même pas ce que je disais et je me disais, enfin, c'était un moment, là, je me disais: «Bon, Claire, arrête, va te prendre pour une» alors que, pourquoi est-ce qu'on est gêné, par ces silences? Ça fait tellement du bien. On n'est pas toujours obligé de ouais. combler. Tu vois, cette espèce de peur du vide, ben, voilà. Mhm. Je Hem, connais ça très bien, ne t'inquiète pas. voilà. Oui, alors j'avais envie de te poser, 2 questions pour terminer ou plutôt Ouais. une question qu'on va décliner en 2 temps. Si tu, avais un conseil à donner à une amie, à des amis très proches, à des personnes que tu chéris et que tu sens vraiment au bout du rouleau et qui savent plus du tout, comment faire, pour faire face à tout leur quotidien, qui ressentent un besoin, d'apaisement, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Et dans un premier temps, quelque chose de simple qu'ils pourraient mettre tout de suite en place et peut-être après Alors autre chose. c'est des questions que j'ai pas trouvées évidentes, Non, en elles sont fait, pas parce que évidentes. quand tu me les as envoyées ce matin, parce que En ça avait plus, changé, hein. ouais, Ouais, ça a ouais, non, non, mais changé. Non, c'est do j'ai trouvé essaye ça de génial voir. Mmh. parce que je me suis réveillée et je me sentais mais vraiment épuisée, en fait. Je me disais: «Mais j'ai juste besoin d'avoir du temps pour moi et les enfants et blablabla». Et donc j'ai pensé à cette question pour moi, tu vois? Je me suis dit: «Mais de quoi j'aurais le plus besoin?» Et ce qui m'est venu, alors ça peut paraître très bête, mais c'est vraiment l'autocompassion, tu vois? De se dire, j'avais vraiment envie de, m'envelopper d'une bulle d'amour, mais de m'autoriser ça. Mais pas de l'amour qui vient de quelqu'un d'autre, mais de me dire: «OK, je me sens, c'est pas digne, mais je me sens, I'm worthy». C'est quoi? C'est peut-être je me sens digne de cet amour, en fait, Légitime. oui, voilà. Je suis légitime de recevoir cet amour parce que je crois que enfin oui,
parce que j'ai moi-même fleuré le burn-out, enfin, j'étais dans une dépression profonde. Déjà, notre mode de pensée est extrêmement négatif. En fait, à ce moment-là, c'est très difficile de cultiver des pensées positives. Donc, je dirais, c'est de commencer par là, donc quelque chose de très simple, de se dire, mais euh, de quoi j'aurais envie, de quoi j'ai le plus besoin maintenant. Ça peut être un truc très simple, hein, et de commencer par cette porte d'entrée, par voilà, cette question très simple qui peut amener à des réponses genre Un j'ai juste café, envie de toute prendre un seule, bain, 5 un minutes. café, un Ouais. thé, voilà. Et d'inscrire cette habitude, cet automatisme de vraiment se poser la question de j'ai besoin de quoi maintenant. Euh, et de s'accorder cette douceur, de s'autoriser ça déjà. Et puis après, ça peut être voilà, qu'est-ce qui me met en joie. Mais quand on est dans le burn-out, c'est pas évident tout de suite de trouver bah voilà, qu'est-ce qui me met en joie? Je sais pas, je me sens tellement fatiguée que la joie, ça me paraît tellement loin. Donc c'est pour ça que je dis, bah Je ne sais même pas ce qui me rend joyeuse. voilà, Mmh. je ne sais même pas et de se dire finalement que c'est OK. Donc c'est pour ça que je reviens à l'autocompassion. C'est-à-dire c'est OK de ne pas savoir, de me sentir fatiguée, de me sentir épuisée. Et peut-être de trouver un mantra, tu vois, une phrase de motivation ou vis-à-vis de soi-même, ou dès qu'il y a quelque chose de négatif, un looping négatif qui part, de se dire non, non, je vais la remplacer par une affirmation positive, une pensée d'amour pour moi. Et même si au début ça paraît complètement faux ou forcé, c'est pas grave. Je crois que c'est le fait de le faire petit à petit pour que finalement ça commence à trouver un goût d'authenticité pour faire repartir l'énergie vers l'autre sens, vers le haut. Mais de ne pas abandonner, de se dire, même si ça prend des jours, des semaines, c'est pas grave. Je m'accroche à ça et je cultive cette confiance en moi. Il faut que je sois, I have to be my best supporter. C'est, ouais. Il y avait une histoire, je sais plus où je l'ai lu d'ailleurs, où cette femme qui était rentrée dans une dépression très très profonde et tous les matins, quelqu'un lui avait dit, bah, la première chose que tu fais au réveil, c'est te dire I love you, je t'aime, je m'aime. Et au début, elle n'arrivait pas à le faire. Donc elle s'est dit, bah, je vais juste me dire good morning, bonjour, bonjour Laina, bonjour Claire, vraiment avec bienveillance et de faire ça tous les jours. Juste de recréer en fait cette relation avec soi, parce que je pense qu'au moment du burn-out, en fait, t'es tellement coupé de toi que voilà, tu sais même plus qui tu es, quoi. Mais juste là de se dire bonjour, bonjour Laina, bonjour Claire. Et puis au bout de quelques semaines, finalement, elle avait réussi à se dire écoute, en fait, je t'aime profondément, bonjour. Et que ça avait commencé par là. Donc pour moi, ce serait ça, le premier conseil. Recréer cette relation avec soi, cette relation d'amour et de bienveillance. Ouais. Très beau conseil, merci. Et est-ce que tu as pu penser, je vraiment là, je les teste avec toi, ces questions. Comme ça, on va se faire un genre de brainstorming collectif. Ouais, c'est ça. À un conseil, qui serait, peut-être un peu plus complexe à mettre en place, dans le sens où ça peut peut-être prendre plus de temps, on va dire, mais qui soit pas impossible? Peut-être partir, je sais pas si c'est en retraite ou dans un lieu inspirant. Alors bon, comme ça fait 15 mois que j'ai quitté l'Europe, c'était difficile pour moi de me mettre en situation, mais j'ai des amis en France qui ont des écolieux, justement
sont des écolieux, mais c'est plus pour moi des communautés vraiment de résilience, en fait. C'est des écolieux, mais c'est des lieux où vraiment on peut aller expérimenter. Alors, qu'est-ce que c'est de vivre en connexion à la nature ou d'expérimenter un mode de vie justement qui est davantage dans la lenteur ou plus en adéquation avec mes aspirations profondes et donc d'aller trouver un lieu qui nous appelle et d'aller s'accorder quelques jours là-bas pour vraiment entrer en connexion avec des personnes qui sont en recherche et donc d'aller chercher du soutien là-dedans, dans des communautés de cœur qui partagent voilà, ces mêmes questionnements, ce même cheminement pour se rendre compte déjà qu'on n'est pas seul et pour se sentir inspiré, pour se sentir soutenu parce que bon, se dire ok, voilà, je pourrais donner un conseil, bon bah aller vivre en pleine nature, c'est assez difficile à mettre en place tout de suite. Mais ouais, vraiment dès que possible et aussi souvent que possible, de s'accorder des temps de pause hors contexte. Alors si on vit en ville, c'est de sortir de la ville et justement d'aller dans la nature et d'y aller progressivement. Bon après, si on se sent appelé à faire un saut quantique, super, hein, si on en a les moyens et l'énergie. Mais pour ceux pour qui c'est pas le cas, ouais, d'y aller pas à pas et de se respecter dans cette démarche, mais vraiment d'aller chercher du soutien. Bah, j'ai 2 amis, donc il y a Cyril et Maëlys Guiraud qui ont un lieu, donc j'ai jamais visité encore, mais c'est 2 personnes que j'aime beaucoup. Et je crois que ça se trouve en Normandie. Alors je suis désolée si Non, je me non. trompe, mais Ouais. ça doit être en Normandie. Ça s'appelle l'Arbre aux étoiles. Eh oui, j'en ai entendu parler. Alors voilà, une de ces belles communautés de résilience. Après, donc j'ai un ami que j'aime beaucoup et Olivier Morel, donc qui a un lien très fort avec un lieu qui s'appelle le Bouchot. Bah là, j'y vais. Et ah d'accord, voilà. Donc ouais. Donc Top. peut-être aller voir dans voilà, dans Ouais. ces coins-là Ah bah et oui. je suis sûre qu'il y a de très belles pépites, ouais. Bah écoute, Mmh. merci infiniment, Ah non, Leïla. merci Claire, Je pense c'était un que plaisir. ah bah écoute, plaisir partagé. En tout cas, moi, en discutant avec toi, c'est ce que je ressens et je pense que c'est aussi tout ça que j'avais ressenti la première fois que je t'avais entendu, c'est dans tout ce que tu fais, tu nous aides Mmh. à nous reconnecter, bah, à notre moi intérieur en prenant conscience justement de cette, dimension, universelle. Donc c'est très fort, merci beaucoup, hein. Donc c'est Émilie Kinkis, hein, qui est la compagne de Yann Tiersen. On a passé une semaine ensemble et elle m'avait fait écouter quelques titres de son album et j'avais complètement flashé sur ce morceau. Mais Donc je sais pas comment prononcer le titre, c'est en bah oui, je le breton, trouve, mais ça veut dire des bah, murs de mer. il est plein de poésie, quoi. Il est beau, il est, plein de bonnes vibrations.
Maintenant, venez, on en discute sur mon compte Instagram, lebontempo.podcast, ou sur ma page Facebook, Le Bon Tempo, et si le temps devenait notre allié. Qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Qu'allez-vous commencer à mettre en place ? Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de me soutenir est d'en parler autour de vous et de me mettre un commentaire suivi de 5 étoiles sur Apple Podcasts.